Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Noaz-sur-Mer, ici sur le port de La Rochelle. Un port qui fait partie des 5 plus grands ports de plaisance au niveau mondial et ça draine forcément beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies et c'est une vraie petite île avec des tas de métiers que vous allez découvrir dans l'émission. On connaît l'importance économique de ces ports, tu le disais, Arcachon, Cap-Breton, Hendaye. On verra aussi que sur la côte sableuse, ils sont difficiles à entretenir ces ports et difficiles d'accès pour les marins. Alors pendant cette émission, on va vous faire découvrir tous les corps de métiers. Et d'ailleurs Tanguy, il est parti avec le marin d'escale. Donc là, au petit matin, il y a forcément des bateaux qui sont arrivés en soirée ou même éventuellement dans le courant de la nuit, ça vous sait ? Exactement. Le port en fait est ouvert 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 agents. Donc du coup, les bateaux peuvent arriver de nuit. Donc le matin, on pointe et l'été ou à partir du 1er juin, il y a aussi un pointage le soir à 21h. Comme ça, on est sûr que les bateaux sont bien restés la nuit. Ce pointage, en fait, ça répond au principe qu'un port est toujours ouvert, en fait, pour accueillir des gens qui ont besoin de venir en escale, même s'ils n'ont pas prévenu. Exactement, c'est la caractéristique du port de La Rochelle, comme on a un des plus grands ports d'Europe. Nous, on a tout le temps de la place à l'escale. C'est-à-dire qu'on peut venir à n'importe quel moment de l'année, on a tout le temps un endroit où vous accueillir. Voilà. Et là, en l'occurrence, là, c'est les 5 pontons qui sont réservés uniquement à l'escale. Donc c'est presque 400 places. Et alors la suite de ce pointage là, c'est qu'en fait, parce que là, à la limite, c'est le petit matin, tu les déranges pas, tu pointes discrètement, mais après, l'idée c'est d'aller voir les gens qui sont arrivés, de vérifier qu'ils vont bien. Donc en fait, là ça va, on est en période de confinement. Moi je suis en liaison radio, donc j'ai la VHF. Et en fait, il peut se passer n'importe quoi, c'est-à-dire une personne qui tombe à l'eau, un grutage avec une avarie avec une voie d'eau, et donc je dois m'en occuper tout de suite. Donc en fait, c'est un métier où c'est jamais pareil, parce que quelquefois, on est tranquille, là c'est le matin, et tout de suite on a quelque chose de super important, donc il faut courir un peu partout. La matinée, ça se déroule un peu comme ça en fait, il n'y a jamais 2 matinées pareilles. Ludovic, vous sortez combien de bateaux par an ici ? En moyenne, on effectue entre 6500 et 6800 manutentions par an. D'accord. Et là, on est en pleine saison ? Là, on est en haute saison, oui, tout à fait. La saison, elle va de quand à quand à peu près ? De début février jusqu'au 14 juillet. Et vous êtes capable de sortir des bateaux jusqu'à quelle taille en fait ? 24-28 mètres, jusqu'à 150 tonnes. Alors Ludovic, j'ai bien compris que c'était en fonction du poids, mais j'ai toujours pas le tarif. Pour faire sortir un bateau d'ici, combien ça coûte ? Pour exemple, entre 3 et 5 tonnes, c'est 260 €. D'accord, 3 et 5 tonnes, c'est quoi ? C'est la majorité des bateaux qu'il y a ici ? C'est une grande partie de la majorité des bateaux qu'on grute, des bateaux qui font entre 8 et 10 mètres à peu près. Là, il y a à peu près 5000 bateaux. Il doit y avoir une pression énorme. Comment vous faites pour gérer tout cet afflux ici à la grue ? Alors, on a différentes tarifications. Donc on a un demi-tarif qui s'applique du 1er octobre à fin février. Incitatif pour que les gens le sortent pour étaler justement nos 6500, 6000 manutentions par an, quoi. Et après on a un mois avec 20% de remise qui est le mois de mars. Et à partir du 1er avril jusqu'à fin septembre, là on est à 100% du tarif.
Ça veut dire que ce sont des croisements permanents ici sur ce plateau technique. Là, il y a combien de bateaux On a actuellement 78 emplacements à terre, 66 qui sont pour des bateaux de jusqu'à 10 tonnes maxi et 12 emplacements pour les bateaux jusqu'à 50 tonnes. Et après, on a 15 autres places de l'autre côté du bassin où on a 150 tonnes pour pouvoir stocker une quinzaine de bateaux. Et vous êtes combien du coup à gérer tout Donc ça? on est 8 grutiers à l'année, et plus deux caleurs là, qu'on prend en haute saison pour nous soulager un peu. Là. Et oui, c'est évidemment le moment où les plaisanciers aussi réarment leurs bateaux en vue de la belle saison pour partir naviguer. Sur le plateau nautique des Minimes, chaque année c'est le même balai. On appelle ça le grand nettoyage de printemps. Tous les ans, à la même période, il faut nettoyer le bateau, enlever les coques, on passe le Karcher. Et quand tout ça est bien propre, on passe un anti-fouling pour éviter que la végétation repousse dessous et que le bateau ait une bonne glisse. Des dizaines de bateaux sont chaque jour en ce moment sortis, déposés, carénés, puis remis à l'eau. Sur le terre-plein, les engins n'arrêtent pas. Faut dire qu'en ce moment, c'est aussi 20% moins cher. Actuellement, là, on doit faire une petite quarantaine de minutes par jour sur toutes les machines confondues. À cause du Covid, il y a beaucoup de plaisanciers qui ont reporté à l'année suivante parce qu'ils n'ont pas pu aller faire leur carénage, sortir le bateau, gérer les hélices, leur moteur. Du coup, ça tourne pas mal, ouais. L'autre grand rush du moment se passe aussi dans les magasins spécialisés. Cette période représente une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Ça représente bien 15% du chiffre d'affaires annuel. Ça peut être de l'anti-fouling, du polish également, le nettoyage, pas mal d'événements. Il y a également les révisions de radeaux de survie qui s'opèrent. Dehors, il y a les plaisanciers qui font le carénage eux-mêmes et il y a les autres qui laissent faire cela au chantier. Il y a du monde là, mais il y a un peu moins de monde que le mois dernier parce que le mois dernier c'était à demi-tarif pour les sorties d'eau. Mais il y a quand même pas mal de monde, ça se voit sur la zone quoi. Donc, en plus il fait beau là, il pleut pas donc c'est l'idéal. Le trafic est énorme en ce moment et va durer jusqu'aux vacances de Pâques, la période des premières sorties de l'année pour les 5325 bateaux du port de plaisance de La Rochelle. Bonjour. Alors comme on vient de le voir dans le sujet, c'est la période de forte activité ici sur le plateau technique. On va aller voir Jérémy. Il travaille pour une entreprise qui carène les bateaux. Salut Jérémy. Bonjour. C'est le Plat Roche. C'est ça, on est en pleine saison. Il y a de quoi faire ici sur le port de La Rochelle? Oui, il y a beaucoup de bateaux et même en période de Covid, vu que les personnes ne peuvent pas forcément se déplacer pour faire eux-mêmes leur carénage par exemple, eh bien on fait appel aux professionnels. C'est un secteur où on trouve facilement de l'emploi. Alors il y a du boulot surtout en industrie. Ouais. Après, pour ce domaine particulier qui demande beaucoup de connaissances diverses et variées. C'est ça, parce que c'est quoi votre job quand vous êtes sur les aires de carénage? C'est quoi le job ici? Alors l'aire de carénage, c'est surtout du carénage, c'est les pièces d'usure. Là par exemple, je change une bague hydrolube. Ouais. Et je change aussi un presse-étoupe qui permet l'étanchéité entre l'eau et le bateau. Vous êtes vraiment plein sur cette période-là? On est plein. Alors là, c'est un dépannage par exemple, donc j'ai la matinée pour le faire. Mais on est plutôt plein. Ouais. Comme on peut le voir, les activités portuaires génèrent beaucoup d'économies, d'emplois directs et indirects. On va mettre le cap maintenant sur la Tremblade, où là-bas, la commune est en train de construire un nouveau port de plaisance, 2 ans de travaux, et il doit ouvrir ses portes cet été. Le bassin est fin prêt, et d'ici 3 mois, il accueillera ses premiers navires de plaisance. Les travaux du nouveau port de la Tremblade se poursuivent. On est en train de coffrer un mur pour faire le soutien de la porte du port, qui va consister à faire entrer et sortir les bateaux. Et il y en aura jusqu'à 115, des navires de 6 à 11 mètres de long. Le tout équipé de l'ensemble des infrastructures nécessaires à la vie des plaisanciers. Il aura fallu une quinzaine d'années avant d'en arriver là, et près de 2 ans de travaux. Impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant quand on se souvient ce qu'était cet espace il n'y a pas si longtemps que ça, une place où stationnaient des voitures. Donc aujourd'hui, les ports à mouler sont en place, le bassin a été terrassé et s'apprête à accueillir l'eau pour que les pontons, à monter très prochainement, et les navires puissent flotter. Et c'est toute une économie qui, au final, devrait profiter de cet aménagement. Même si aucun chiffre n'est avancé, notamment pour cause de pandémie,
ce port de plaisance va assurément dynamiser le territoire. Ça va donner un vrai coup de fouet à la ville de La Tremblade en termes d'attractivité et en termes de développement de tout ce qui est activité nautique, tout ce qui est merchandising tout autour de cette activité, aussi bien de la pêche que de la plaisance. Le port de plaisance de La Tremblade aura coûté 11,5 millions d'euros, financé pour moitié chacun par le département de la Charente-Maritime et la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique. On va vivre un moment qu'apprécient tous les plaisanciers qui viennent à La Rochelle, même s'ils sont dans un des autres bassins, c'est de passer entre les deux tours. Hein. C'est symbolique. Tout à fait. Et honnêtement, même nous, tous les jours, on se sent tellement chanceux de faire ce qu'on est en train de faire là, de passer entre les deux tours. C'est chargé de symboles, chargé d'histoire. On pense aux chaînes, on pense à comment tout ça a été géré il y a quelques centaines d'années avec une chaîne qui empêchait la sortie et l'entrée. C'est fou quand même de se dire que le port est quand même très intégré dans la ville. C'est le cœur de la ville finalement, ce port-là. Mais je crois que beaucoup de villes sur nos littorales se sont créées, en fait, c'est les villes qui se sont créées autour des ports. Le premier lieu, c'était un lieu d'échange, de commerce, de pêche. Ça nourrissait aussi les gens qui vivaient autour. Et donc je crois que c'est toujours le cas. Ça nourrit beaucoup de gens encore à La Rochelle, des professionnels qui y travaillent, que ce soit les chantiers ou comme ici les navires à passagers. Et c'est le bassin le plus historique, il porte bien son nom. Hein. Pendant des centaines d'années, il était à l'échouage. À chaque marée basse, les bateaux venaient s'échouer sur la vase. Aujourd'hui, on le drague suffisamment pour qu'il y ait peu ou pas d'échouage, uniquement aux grandes marées. Et aujourd'hui, son usage, c'est une partie de plaisance à l'année, une partie d'escale, parce que c'est quand même particulièrement plaisant de se réveiller au cœur du Vieux-Port, au cœur de La Rochelle et d'aller prendre son café dans les cafés quand c'est possible. On espère que ce sera bientôt. Et puis on a aussi tout ce qui est navire à passagers. On part vers l'île d'Oléron, vers l'île de Ré et on part faire un tour à Fort-Boyard et c'est aussi ça les emblèmes de la région. Et voilà, on arrive à l'entrée du bassin des Chalutiers, un bassin qui a vécu beaucoup de mutations d'usage ces dernières années. On est passé de l'industrie de la pêche à l'industrie de la plaisance et à la plaisance au sens loisir. Au sens patrimonial aussi, pour tout ce qui est vieux bateaux. Ouais, exactement. On accueille en ce moment le Standard et régulièrement on accueille des grands bateaux. L'Hermione est passé par là. Et justement, en attendant que la porte ne se lève, justement, ça, on va en profiter pour regarder un reportage à propos de ce Standard, ce bateau, cette frégate russe qui embarque aussi des passagers. Désordre en anglais, de la part d'un capitaine russe à un équipage à moitié français, bienvenue sur le Standard. À son bord, des aventuriers dans l'âme, passionnés de marine et impatients de vivre la vie de gabier. C'est hyper exigu, il faut qu'on soit hyper organisé. Le rôle, c'est de faire partie de l'équipage à part entière et non d'être un passager comme une croisière par exemple. Et c'est vraiment chouette parce qu'on va avoir l'occasion d'apprendre et ça en plus dans une autre langue avec un équipage étranger. À la différence de l'Hermione, le Standard a ouvert ses réservations il y a quelques jours. Les volontaires ont rapidement pris leur place, ravis de penser à autre chose en cette période de déconfinement et de gestes barrières. Côté passionnel m'a fait passer au-delà de cette préhension. J'ai vu ça il y a à peine 8 jours de ça sur un site. Et comme c'était proche de moi, j'avais la possibilité et en temps, et voilà, donc je me suis aventuré à venir. En temps normal, le Standard assure une grande partie de ses finances grâce au festival maritime. Mais cet été, les annulations s'enchaînent, laissant un trou de près de 150 000 €. Au final, 5 festivals français ont été annulés. 2 en Espagne, mais aussi à Amsterdam. Pour nous, c'est un véritable drame, une situation très difficile. À défaut d'être vus par le grand public, les apprentis gabiers européens peuvent réserver leur place. Des séjours sont prévus tout l'été. Alors
Alors là, quand on arrive, on comprend qu'il faut bien ça, il faut bien une porte comme ça pour laisser passer les bâtiments qu'il y a ici. Hein. Ouais, tout à fait. On accueille des bâtiments qui font jusqu'à 15 mètres de large, 55-60 mètres de long. Ça peut être des bâtiments très imposants, y compris des bâtiments en acier, des bâtiments iconiques ou même des bâtiments de la marine qui peuvent faire escale à La Rochelle. Mais il y a aussi des gens qui vivent à l'année. Tout à fait. On est juste devant le ponton C5, juste ici, où c'est vrai qu'on a beaucoup de vie à bord, des gens qui s'y plaisent. Et c'est assez marrant de voir qu'il y a quelques années, quand on a ouvert ce bassin à la Plaisance, peu de gens avaient envie de venir vivre en centre-ville avec les désagréments des voitures, des bruits. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. La liste d'attente est longue pour venir s'amarrer au cœur du bassin des Chalutiers. Là, ils sont combien à vivre ici à l'année ? Je dirais que sur ce ponton, on doit avoir 7 à 8 bateaux qui sont habités à l'année. Et on a aussi beaucoup d'exploitations sur de la location à courte durée. On parle d'Airbnb ou du Bon Coin, où des gens viennent passer une nuit ou quelques nuits à bord de ces bateaux. Difficile d'imaginer un meilleur endroit pour vivre à La Rochelle, meilleur point de vue, il n'y a pas. Et bien, on est allé à la rencontre de ces gens qui vivent ici à l'année sur leur bateau. Et le petit chat, après, il regarde son ventre. Une séance de yoga sur le pont de leur bateau. L'une des activités de Marie-Julie Foucré et ses filles en temps de confinement. On avait prévu de naviguer, que Zélie fasse de l'optimiste et de la planche à voile. On avait prévu d'aller au musée, on avait prévu d'aller à l'aquarium, on avait prévu de faire plein de choses. Et là, maintenant, on retrouve l'intérieur du bateau, des jeux de société et des cahiers. On complète chaque nombre pour obtenir 100. Donc 96 pour aller à 100. Ambiance studieuse à l'intérieur du bateau. Depuis le premier confinement, les filles ne vont plus à l'école, choix de leurs parents. Leur rentrée s'est faite à bord. Dans cet espace de 15 mètres carrés, pas toujours facile de se concentrer. Des fois, quand on se chamaille, parce que des fois, il n'y a pas assez de place pour crier et du coup, les autres gens sur les autres bateaux, ils nous entendent. On est tous les 4 enfermés dans un environnement restreint, donc c'est pas super évident. Ça se fait, mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on peut sortir et quand on n'est pas les uns sur les autres. Il y a 3 ans, le couple décide de tout plaquer pour vivre sur ce bateau. Lui était éducateur sportif. C'est moi qui fais à manger. Et c'est un grand menu, nouilles, œufs brouillés. Elle, directrice commerciale. Durant cet hiver, il devait initialement voyager dans l'océan Atlantique. Finalement, changement de programme, le Covid a tout chamboulé. En ce moment, on aurait dû être à peu près aux Canaries ou au Maroc. Covid faisant, on est toujours là. Et deuxième vague de confinement, donc on est à La Rochelle par des minimes. Et quand on voyage en bateau, on aspire aux grands espaces et pas à l'esplanade portuaire, quoi. Donc faut prendre son mal en patience. S'adapter encore et encore au confinement, patienter pour un jour reprendre la mer et retrouver le large. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, c'est un peu le rush là. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est une situation particulière avec la crise sanitaire. Bah oui, on est soi-disant fermé, mais la navigation est autorisée, donc les gens qui arrivent chez nous, il faut bien qu'on puisse les recevoir, non seulement pour le règlement, mais également pour leur faire les cartes d'accès sanitaire et puis les renseignements qu'ils ont besoin d'avoir. C'est un port qui a beaucoup de listes d'attente. Les ports sont saturés, on le sait, Voilà, et il n'y a pas beaucoup de place. Nous, on a une bonne bouffée d'oxygène avec la réalisation du bassin des Tamaris il y a à peu près 6 ans, quelque chose comme ça, qui nous a permis d'avoir un turnover plus important, on s'en est aperçu un petit peu après. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a régulièrement des places disponibles, ce qui fait qu'on a une liste d'attente qui n'est pas spécialement très très longue. On a quand même à peu près, je crois... 7 mois 1000 bateaux, oui, après tout dépend de la catégorie du bateau. Plus on dira, en gros, plus le bateau est petit, plus ça va vite pour avoir une place chez nous. La particularité ici, c'est qu'on peut sortir à toute heure de la marée, ce qui n'est pas forcément le cas. Un peu plus au sud, on va mettre le cap sur le port de Cap-Breton, justement, où là-bas, il faut aussi tenir compte des conditions météo parce qu'il y a beaucoup de vagues. Les cliquetis des haubans sur les mâts promettent ce matin un vent assez faible. La légère oscillation des 1000 bateaux à quai n'indique rien, par contre, de l'état de la mer dehors. On va essayer d'attraper un ou deux maquereaux. Pas gagné. Et à Cap-Breton, les plaisanciers avertis comme Philippe Ruello scrutent autant que les surfeurs les prévisions de houle et les horaires de marée.
Ce matin, c'est pas terrible parce que c'est plein mer de 8 heures. Là, on sort en descendant. Allez, on va y aller. C'est que la passe du Boucaro peut être piégeuse. Mais ce matin, pas de vague à l'horizon, juste la Gourgouille, cette mer croisée au niveau de l'estacade. La jetée en bois dont la plaie béante rappelle que la houle doit être prise au sérieux, ici dans les Landes. Quand il y a de la houle, c'est une autre histoire, oui. Et il faut attendre déjà l'embellie. Et la semaine dernière, oui, c'est la semaine dernière, il y en a un comme le mien, le même, et puis il s'est planté sur le banc de sable à côté de l'estacade. Ça a dû le faire drôle. Pas sûr qu'il ait trouvé ça si drôle. Ce plaisancier, surfeur malgré lui, en est quitte pour une belle trouille, mais son échouage se termine bien. Ce n'est pas toujours le cas. La SNSM, sur sa cinquantaine d'interventions chaque année, remorque plus d'un bateau pris au piège du Boucaro et de ses bancs de sable. Le banc de sable, il est là, et après, il est ici. Et quand la prudence la plus élémentaire n'est pas de mise, l'issue est parfois funeste. On a vu des personnes tomber à l'eau, qui n'avaient pas le coupe-circuit sur eux, le bateau continuait vers le large, et la personne n'avait pas de gilet. Malheureusement, on a eu des personnes qui se sont noyées à cause de ça. Il y en a, hein. Pour rentrer en toute sécurité, il faut savoir écourter sa partie de pêche quand la marée descend trop. Une bonne puissance moteur et l'expérience assurent une rentrée humide, mais sans casse. Là, bon, il faut rentrer le long de la digue. Et sortir pareil, le long de la digue. Et éviter de passer le long de l'estacade. C'est ça que ceux qui viennent, les esquivants, tout ça qui viennent, qui sortent, bon, ils ne savent pas. Et, c'est pour ça qu'il y a des conneries. Ils se tapent dans l'estacade et sur les cailloux. Régis, le maître de port, démystifie cette entrée du chenal de Cap-Breton. Le tout est d'en avoir les codes. Beaucoup croient que la passe est dangereuse. Non, c'est faux. Si on respecte les consignes, la passe est tout simplement sportive, comme on dit. On leur conseille de rentrer à mi-marée. Comme ça, au moins, ils ne peuvent pas se tromper. Il y a assez d'eau pour rentrer et les déferlantes sont inexistantes pratiquement à mi-marée. En cas de grosse mer, mieux vaut renoncer à rentrer dans le port de Cap-Breton. L'abri le plus sûr est alors Hendaye, à 30 000 plus au sud. On est avec Bertrand Moquet, directeur du port. On a vu là dans toutes les séquences avec Guillaume, avec Olivier, il se passe plein de choses autour de ce port, ce fonctionnement. Ça coûte de l'argent, ça rapporte de l'argent. Comment ça se passe économiquement ? Alors en revenu, nous, on paye un loyer à la ville pour lequel on verse aujourd'hui un peu plus d'1 700 000 € par an à la ville propriétaire des infrastructures. Ensuite, on n'a pas de chiffre aujourd'hui de l'impact direct et indirect. La région Nouvelle-Aquitaine doit lancer bientôt une enquête sur l'ensemble de la région sur quel est le poids de la filière nautique parce qu'elle est en général sous-évaluée. Les Bretons l'ont fait, ils sont arrivés à des chiffres 3 fois supérieurs à ce qu'ils pensaient. Et donc c'est important pour la filière de pouvoir revendiquer sa réalité pour être entendue. Des politiques et des services de l'État. On voit que dans le plan de relance, il y a 200 millions pour les ports de commerce et aujourd'hui il y a 0 € pour les ports de plaisance. Donc on a besoin d'infirmiers qui nous savent. Ce qui est clair, c'est qu'on dit que sur la place de La Rochelle, il y a 160 entreprises, quelques milliers d'emplois. Donc c'est après l'agroalimentaire, c'est sur le territoire la deuxième filière industrielle de l'agglomération de La Rochelle. Donc ça souligne quand même son importance. Comment est-ce qu'on devient un port incontournable comme ça de la façade atlantique ? Ça s'est construit vraiment petit à petit au fil des ans ? Oui, c'est une volonté politique, une volonté de visionnaire, un peu fou sans doute, puisque quand on voit les photos aériennes de l'époque et de ce marais perdu, alors qu'en fin de compte il y avait peut-être 20-30 bateaux dans le vieux port, il a fallu avoir une vision ou une folie pour créer ça. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ce port, le port des Minimes est à peu près de 4600 places, puis nous avons 400 places dans les 3 bassins du vieux port. Ce port s'est construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que pendant quasiment 25 ans, chaque année, il y avait des pontons supplémentaires pour répondre à cette demande qui ne s'est jamais tarie parce qu'il y a une forte attractivité de la place, du plan d'eau, de la ville et de l'installation de professionnels compétents qui ont fait que le lieu a toujours gardé son attractivité.
Et si on devait parler des défis futurs de ce port de plaisance? Le défi, il est celui de la qualité, puisqu'on a eu la quantité qui s'est construite pendant des décennies et en même temps il y a peu d'équivalents dans le monde, donc le port de La Rochelle doit trouver ses propres solutions. On ne peut pas aller regarder, sauf sur des petites choses, ce que des ports de plus petite dimension ont mis en place, parce que nous nous sommes rendus compte avec l'extension qu'il y a un seuil au-delà duquel on ne peut plus gérer les problèmes comme avant. Et donc on se doit de trouver des nouvelles solutions, et dans un contexte où il y a une mutation de la clientèle, une mutation des comportements, une digitalisation, et donc de faire un port plus simple, plus fluide, adapté aux pratiques de demain. Messieurs, je vous coupe parce que l'heure tourne. Merci Bertrand de nous avoir reçus chez vous, comme ça, comme d'habitude. Le mois prochain, on met le cap un peu plus sud, hein, Guillaume. Sur l'estuaire, exactement, ce trésor qui est l'estuaire entre Royan et le Médoc. On va vous faire découvrir tout ça. À bientôt. Salut.